certains décident de se lancer dans la location courte durée et se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas aussi parce que c'est très chronophage et du coup arrêtent et font ça juste un été. Alors c'est sûr que dans une campagne, on va dire, il y aura peut-être pas de la demande toute l'année, mais il y aura de la demande. J'ai vu des bains nordiques des fois à l'extérieur dans un champ, ça marche très bien. S'il y a une vue sur un lac, ça se prête plus en fait à des logements romantiques. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Le marché de la location courte durée ne cesse de croître, il se professionnalise aussi, les clients sont devenus de plus en plus exigeants et les éléments à surveiller pour offrir la meilleure expérience de plus en plus nombreux. Alors comment dans ce contexte profiter de la forte rentabilité espérée sur ce type d'exploitation sans se rater et surtout sans y passer toutes ses journées? C'est ce qu'on va voir avec Vanessa Guérin, notre invitée du jour. Investisseuse en immobilier, Vanessa a créé sa conciergerie en région bordelaise en 2020. Dans cet épisode, elle partage avec nous ses déboires du début, ainsi que ce qu'elle a mis en place pour gérer au mieux ses biens, ainsi que ceux de ses clients investisseurs. Au cours de notre conversation, on verra notamment quel est l'état du marché de la LCD aujourd'hui en France, dans les grandes villes et à la campagne, quelles sont les étapes pour se lancer, comment tester le marché, se démarquer des offres concurrentes, optimiser ses prix et automatiser la gestion au maximum, quelles erreurs éviter absolument et comment gérer des mauvais avis sur Airbnb. Tu trouveras dans cet épisode des outils d'optimisation opérationnelle bien pratiques, surtout si tu démarres en LCD ou que tu souhaites comparer tes pratiques avec les meilleurs standards du marché. Et avant de commencer, je te rappelle que si tu apprécies le podcast, tu peux le soutenir en t'abonnant sur la plateforme d'écoute de ton choix, en le partageant et en me taguant sur les réseaux sociaux ou en laissant un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. D'ailleurs, je remercie chaleureusement Thomas Bichon783 et Gagny Représente pour vos commentaires enthousiastes sur Apple Podcast cette semaine. Allez, sur ce, on lance notre conversation sur la location courte durée et la conciergerie avec Vanessa. C'est parti. Salut Vanessa, bienvenue chez Les Investisseurs 4.0. Salut Paco. Merci beaucoup d'être là parmi nous. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Oui, bien sûr. Merci à toi, Paco, de ton invitation sur ton podcast, que j'écoute avec attention, parce que du coup, je le suis toujours, investisseur ou investisseuse. Je sais même pas si on le dit au féminin. Du coup, je m'appelle Vanessa et j'ai commencé par acheter un premier bien immobilier quand j'ai eu mon premier CDI. Je me suis formée, on va dire, avec des vidéos YouTube. Des livres, il y avait pas mal de ressources et quand j'ai eu mon premier CDI, j'avais 21 ans et je me suis dit allez, je vais acheter mon premier bien immobilier. À l'époque, c'était pas très très cher ce que j'ai acheté, donc c'était un petit studio, mais que je voulais acheter pour de la location courte durée. Parce que du coup, la location courte durée, c'est mon domaine. Donc du coup, j'ai acheté ce bien. J'avais un petit fichier Excel pour calculer mon cash flow, pour être sûr que ça rentrait dans les clous, les frais. J'ai quand même fait plein d'erreurs malgré ça. Ça rentrait dans les clous. Ouais. Peut-être justement juste pour faire un point un peu sur d'où tu viens. En fait, tu parles de location courte durée, d'investissement. Comment ça s'est organisé peut-être dans ton parcours, toi, peut-être académique? Est-ce que tu as fait des études pour dans ce but-là dès le départ, ou comment t'as rencontré le monde de l'investissement déjà à la base, quoi? À la base, je suis partie sur des études en immobilier. Ensuite, je suis partie sur des études en hôtellerie. Et du coup, les deux, en fait, j'ai l'impression se rejoignent. La location immobilière, mais de courte durée, donc ça fait un peu référence aux hôtels. Mais du coup, j'ai eu un premier CDI qui n'avait rien à voir. Je travaillais en casino de jeux. Ah d'accord. Et ouais, rien à voir. Tu faisais quoi là-bas? Tu t'occupais des machines ou carrément tu... Des croupières. Ouais. D'accord. Roulette, blackjack. Ah ouais, non. Voilà. Et donc du coup, location courte durée, parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos à l'époque et c'était un des moyens où la rentabilité était pas mal. D'accord. Ouais, parce que t'as commencé assez jeune finalement. Donc 21 ans, tu as ton CDI et tu te lances déjà dans l'investissement. Donc t'avais pas ces barrières de se dire, enfin voilà, tu t'étais déjà motivé pour investir. Direct. Alors du coup, première erreur, enfin le premier invest, tu disais que t'avais fait des erreurs. Tu peux nous en dire un peu plus sur comment ça s'est passé? Ouais, oui. En fait, j'avais mon petit fichier Excel. Sur le papier, tout était ok, sauf que sur le papier, il n'y avait pas la partie opérationnelle. Parce qu'il faut savoir que 4 mois après avoir acheté cet appartement, je suis partie dans un autre département et je suis partie assez loin, donc je pouvais pas le gérer moi. Et j'avais pas pris en compte cette étape.
Donc, au début, je les gérais moi-même, c'est-à-dire que je faisais les ménages entre les voyageurs, j'avais mis tout en place, donc l'annonce, je faisais les arrivées, et je suis partie. Je me suis dit, mais mince, comment je vais faire? J'avais pas pensé du tout à ça. T'as quitté quelle région pour aller en quelle région du coup? En fait, j'étais dans les Landes, et je suis partie vers Bordeaux. C'était pas très très loin non plus, c'était 1h30, 2 heures, mais c'était pas possible de faire les allers-retours. En termes de rendement, quand on est investisseur, on fait pas la route pendant 2 heures pour faire des ménages. C'était pas, ouais. Ouais, effectivement, c'est compliqué. Donc du coup, j'ai cherché à déléguer. J'ai appris qu'il existait un métier qui s'appelait conciergerie, qui faisait ce genre de service. Et en fait, il y avait pas de conciergerie dans les Landes. Donc du coup, j'ai dû me débrouiller. J'ai trouvé une femme de ménage en fait, et j'ai dû automatiser. Ok. Donc ouais, la principale erreur, tu dirais sur ça, c'était le fait d'être loin et de penser que tu peux gérer seul ce bien-là, quoi. Ouais. L'erreur, c'est que j'avais pas pensé après, en fait. J'avais pensé à l'achat, aux chiffres, et après, quand le bien était acheté, je me suis pas demandé comment ça allait se passer. Ah oui. Petite erreur, peut-être de jeunesse aussi. Ouais, non, effectivement. Ça, c'était quand? C'était en quelle année, ça, du coup? On était en 2018, où j'ai commencé à trouver le bien. Donc, non, j'avais pas 21 ans. J'avais 24 ans. C'est ça. Et j'ai signé le bien début 2019, et mai-juin 2019, je suis partie vers Bordeaux. Donc vraiment, j'ai pas travaillé beaucoup. Je me suis pas beaucoup occupée du bien sur la partie opérationnelle, mais après j'ai dû déléguer rapidement, et j'ai dû trouver comment déléguer. Donc par une femme de ménage, en mettant des choses en automatique, type les messages. J'avais fait faire des photos par un professionnel. Enfin, j'avais tout fait comme il faut sur les vidéos, comme il disait. Ouais, c'est sûr. Du coup, t'as fait ce premier bien. Est-ce que derrière, t'as ensuite multiplié des invests pour toi, pour ton compte, ou est-ce que tu t'es mis en tête plutôt de développer la partie justement service sur les conciergeries en fait? Mais après, je suis partie du coup vers Bordeaux. J'ai repris un CDI dans les casinos parce qu'à la base, je savais faire que ça. C'était mon premier métier finalement. Ça m'a rassurée. J'ai repris un CDI, et je me suis dit, mais je sais que je vais arrêter. Je le prends juste pour me nourrir en fait, mais je sais que je vais arrêter. Mais je me suis dit, mais quitte à arrêter, j'ai un CDI, autant acheter autre chose parce qu'après je pourrais pas. Donc j'ai acheté un autre bien, mais que j'ai pris en résidence principale pour être sûre, puisqu'après j'allais être entrepreneur, et si je me fais virer de ma location, c'était compliqué. Enfin, j'avais peur du moins de me retrouver à la rue. Donc j'ai acheté un petit T2, et je vis actuellement dedans. Et après j'ai quitté mon emploi. Alors ça s'est fait progressivement. Je suis quand même restée à mi-temps pendant un petit moment, le temps que les revenus rentrent, parce que j'ai créé du coup ma conciergerie sur mon secteur, parce que du coup il y en avait pas non plus. C'est vraiment un métier où ça se développe petit à petit, mais il y en a pas partout. Ok. Donc là on est plutôt en 2020 quand tu crées vraiment la conciergerie. Oui, c'est ça, 2020. Donc l'année du Covid évidemment. Oui, je me suis formée en fait en 2020. La création était faite vraiment à la sortie du Covid. Donc tu peux dire que tu as à peu près 1 année et demie vraiment d'historique en temps de gestion de conciergerie quoi. Tout à fait, ouais. 1 an et demi. T'as vu combien de clients du coup sur cette partie conciergerie depuis le début? Oula, je les ai pas comptés. J'avoue que des rendez-vous clients, il y en a eu beaucoup. J'ai pas travaillé avec tous. Je dirais que j'ai dû faire une 50aine de rendez-vous clients quand même. Des gens, soit c'est des investisseurs qui allaient acheter et qui avaient besoin de conseils, si ça pouvait se louer et si ça pouvait se louer combien, ou soit c'était des personnes qui avaient leur résidence principale et du coup qui voulaient louer pendant leurs vacances. Ceux qui avaient déjà acheté un bien, du coup, sont actuellement mes clients, et c'est la plupart des investisseurs qui veulent pas s'occuper parce que c'est très chronophage de leur logement. Et justement, si on fait un peu commence par la vision globale du marché de location courte durée, au cours de ces 2 dernières années, tu dirais, où tu as vraiment été dedans à fond. Comment tu vois le marché? Est-ce qu'il y a toujours un fort intérêt, un fort attrait des investisseurs pour la location courte durée? Je sais qu'on entend aussi pas mal parler de la sous-location professionnelle qui a pris une sorte d'essor aussi récemment. Est-ce que tu vois c'est ça aussi comme un passage obligé? Est-ce que les gens, tu sens que les gens se motivent à faire de la location courte durée finalement leur activité principale, ou est-ce que tu penses que c'est
il y a plus de gens qui sont un peu opportunistes en se disant bon bah j'ai un bien, plutôt que de le mettre en longue durée, je le mets en courte durée, ça va me faire cracher de la rentabilité. Comment tu vois un peu le marché? Mais je pense que de plus en plus, on est informé que la location courte durée, il y a des beaux taux de rendement. Et à mon avis, c'est ça qui attire les gens. Donc je dirais qu'il y a quand même une opportunité sur la location courte durée. Après, certains décident de se lancer dans la location courte durée et se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas aussi parce que c'est très chronophage, comme je disais avant. Et du coup, arrêtent et font ça juste un été. Et relouent en location, on va dire meublée, pour un étudiant ou à l'année par la suite. Mais il y a un marché, hein, il y a largement de quoi faire, pas partout, je dirais, mais ça s'étend de plus en plus parce que les plateformes actuelles proposent vraiment des choses pour s'étendre même dans les campagnes. C'est ça qui m'avait un peu étonné parce que tu avais eu un épisode hein, sur ton podcast sur justement investir en LCD en campagne et c'est un mouvement assez nouveau. Tu peux rappeler peut-être ce qui te rend optimiste sur les opportunités en campagne justement du LCD? Oui. Ben en fait oui, j'avais fait un épisode sur ouvrir une conciergerie à la campagne. Ben en fait, il y a pour ne pas le citer, le géant de la location courte durée, donc Airbnb, a eu des partenariats avec des maires dans les campagnes pour les aider à avoir plus de logements mis en location courte durée. Et on le sait qu'avec la crise du Covid, les gens sont partis beaucoup à la campagne. Il y a eu aussi l'essor du télétravail. Donc les gens n'avaient pas besoin de rester dans leur grande ville avec tout ce que ça implique. Donc du coup, ils pouvaient aller à la campagne, travailler de là où ils voulaient. Et je pense que cette crise, plus le partenariat, ça a fait qu'il y a eu beaucoup de plus d'annonces. Et il y a eu vraiment beaucoup d'annonces sur Airbnb. J'ai plus les chiffres en tête, mais je les partage dans l'épisode, justement. Et du coup, j'ai expliqué qu'il fallait ouvrir une conciergerie là-bas parce qu'il y a beaucoup d'annonces, beaucoup de propriétaires qui investissent parce que le prix de l'immobilier aussi est avantageux. Mais il n'y a pas de service de conciergerie et on le voit. Par exemple, avec mon appartement que j'ai acheté dans les Landes, il n'y a pas de conciergerie et pourtant il y a beaucoup de locations courte durée là-bas. Enfin, c'est pas le Pays Basque non plus, mais les Landes c'est Dax, donc il y a les thermes, donc oui, il y a de la demande. Et du coup, les propriétaires, soit ils achètent à la campagne, ils sont pas du secteur, donc ils peuvent pas s'en occuper. Il faut absolument qu'il y ait des services pour déléguer tout ce qui est location courte durée. Oui. Tu dirais que les parts de justement cette nouvelle clientèle un petit peu sur la campagne, dans les villes de campagne, tu dirais que c'est des parts de marché qui sont prises à l'hôtellerie classique traditionnelle. C'est plutôt des voyageurs, plutôt clientèle business, touristes. C'est quoi le mouvement en fait qui fait que peut-être il y a des parts de marché à prendre en courte durée dans ces zones? Le type de clientèle qui vient dans ces zones, c'est ça? Ouais, c'est ça en fait, savoir s'il y a de la croissance que tu penses dans ces zones-là. Tu parlais effectivement des gens qui vont vivre à la campagne, mais c'est plutôt les gens qui s'ils font du télétravail, etc. J'imagine ils vivent à la campagne, mais ils vont dans les villes, donc c'est de la longue durée qu'ils cherchent en fait, pas de la courte durée. Donc En campagne, ils viennent surtout pour... ça peut être le télétravail, donc il y a des travailleurs qui viennent aussi, mais alors ça va pas être du 2 jours, c'est sûr, ça va être d'une semaine au moins. Et il y a aussi des gens qui viennent se ressourcer, se détendre à la campagne. Donc il y a beaucoup en fait d'annonces dans des zones rurales qui sont à moins de 2 heures d'une grande ville. Et pourtant, c'est des gens de cette grande ville qui y vont. Donc il y a vraiment l'expansion de ces petites villes autour d'une grande ville. Et pour un investisseur, je trouve ça vraiment intéressant parce que le prix est avantageux encore. Mais voilà, donc du coup des travailleurs et puis je dirais soit des couples, soit des familles qui viennent se détendre pendant un week-end. Ok, non, c'est bon à savoir. Alors justement, beaucoup de gens qui nous écoutent, ils sont investisseurs et qui veulent se lancer en courte durée, et c'est pour ça que je trouvais intéressant qu'on ait cette conversation sur peut-être les bonnes pratiques et les étapes d'un investissement en location courte durée, même si pour repréciser la chose, toi l'activité c'est justement la partie opérationnelle, hein, conciergerie même, mais c'est toujours intéressant d'avoir ton point de vue justement là-dessus. Qu'est-ce que tu dirais, quelles sont les étapes une personne qui veut se lancer en courte durée, quelles sont peut-être les étapes si elles sont différentes de la longue durée en fait pour envisager un investissement? Est-ce que de la sélection du bien, rénovation, est-ce qu'il y a des biens qui s'y prêtent et des biens qui s'y prêtent pas en fait pour lancer un projet de LCD au démarrage? Ouais.
Et, dans tout investissement immobilier, on dit toujours que ce qui est le primordial, c'est l'emplacement et la location courte durée également, parce qu'il faut avoir forcément un logement qui est soit dans une zone touristique, mais où il n'y a pas trop d'annonces, ou dans une zone où il y a de la demande en termes de travail, type les centrales nucléaires. Dans ces zones-là, on sait que toute l'année, on aura quand même des demandes. Alors c'est sûr que dans une ville, enfin dans une campagne, on va dire, il y aura peut-être pas de la demande toute l'année, mais il y aura de la demande. Mais si effectivement vous avez comme objectif de louer à l'année, enfin pas, pardon, de louer sur toute l'année en location courte durée, là il faudra plutôt avoir une zone touristique ou une zone où il y a du travail effectivement. Donc ça c'est l'emplacement. Après il faut aussi penser aux rénovations. Alors, c'est avantageux d'avoir des travaux parce qu'il y a le statut LMNP. Je pense que les auditeurs le savent déjà sur cette partie-là. Et du coup, on peut amortir les frais de travaux. Par contre, il faut rénover d'une façon où il faut se mettre à la place du voyageur en location courte durée. Si vous êtes dans une ville où il y a déjà beaucoup d'annonces, il faut pas faire comme tout le monde parce qu'il commence vraiment à y avoir beaucoup d'annonces. Il faut vraiment se démarquer et pas faire des appartements ou des maisons témoins tout blancs. Voilà, il faut quand même apporter un peu de chaleur dans ces logements, une belle déco ou quelque chose qui sort du lot. Ce qui marche beaucoup en ce moment, c'est vraiment les logements atypiques, avec peut-être par exemple un jacuzzi. Voilà, c'est une idée, hein. Il y en a de plus en plus. Ce qu'il faudra aussi apporter, c'est des équipements. On le voit par exemple sur la plateforme Airbnb, de plus en plus, ils mettent des mises à jour sur les équipements et ils mettent de plus en plus d'équipements. Donc je dis pas qu'il faut tous les mettre, mais il faut vraiment qu'il y ait le maximum d'équipements pour que le voyageur se sente comme chez lui en fait. Pour revenir juste sur la partie demande au tout début, tu parlais de voilà les zones touristiques à privilégier. Est-ce que c'est mieux d'avoir une zone qui peut être à la fois, enfin y avoir de la demande sur le business et sur la partie voyage d'affaires et voyage touristique, ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment de règles, il faut juste parce que tu vois, si tu vises deux types de clientèle, tu multiplies peut-être les chances par deux d'avoir de l'affluence et de la demande, mais il y a des zones qui s'y prêtent pas forcément, quoi. Oui, mais typiquement, la conciergerie que j'ai, on est dans une zone et touristique et de travail. En fait, dans la ville même, ça va être touristique, et les petites villes aux alentours, à moins de 10-15 kilomètres, eh ben, c'est là où il y a beaucoup de demandes pour le travail, 1 semaine, 2 semaines. Là, j'ai même eu une demande pour 2 mois. Et en basse saison, c'est vraiment intéressant. Et en plus, c'est l'entreprise qui paye, donc c'est souvent avantageux aussi en termes de rentabilité. D'accord. La demande, tu la testes avec annonce test, fausse annonce Le Bon Coin, ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu utilises pour ça? Mais, j'utilise un site qui s'appelle rdna.co. Je pense que certains le connaissent. Et en fait, on peut rentrer directement son adresse pour payer par contre une inscription, mais on peut l'annuler une fois qu'on a fait sa recherche. Mais oui, avec cet outil, on peut taper son adresse et voir le taux de rentabilité, et on peut même voir aux alentours les voisins s'ils ont un logement, combien ils ont fait. Donc les voisins peuvent plus mentir. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est plus précis carrément que faire des annonces sur Le Bon Coin, quoi. On est d'accord. Oui, les annonces sur Bon Coin, personnellement, j'ai jamais fait. Après, on peut pas faire de fausses annonces non plus sur les plateformes de location courte durée. Mais par contre, on peut chercher des annonces qui ressemblent aux futurs logements qu'on voudrait mettre, avec les mêmes équipements et dans la même ville. On peut connaître un peu les prix et on peut regarder le calendrier s'il est fermé. Donc, s'il est fermé, c'est peut-être parce qu'il y a des réservations. Mais ça, c'est moins sûr que RDNA quand même. Dans ce segment-là, on est pro, quoi. Enfin, plus pro que voilà que sur la longue durée. Donc, il faut, je pense, avoir les outils qu'il faut, quoi. Ainsi. Et tu parlais des équipements pour se démarquer. C'est quoi? Parce qu'on parlait il y a quelques années encore jacuzzi, tout ça. Est-ce que c'est ça dont tu parles, ou est-ce que c'est des trucs plus simples, moins coûteux? C'est quoi qui marche en ce moment qui fait qu'on peut se démarquer? Pour se démarquer, on peut faire des appartements type tout en bois, jungle, vraiment avec où en fait quand on rentre, ça fait zen. Ça, c'est recherché. Après, il peut y avoir vraiment du thème sur un film, voilà. Mais là, c'est vraiment une clientèle différente. Mais après, il peut y avoir aussi, si on est dans une campagne avec une belle vue sur les vignes, là, on peut faire un appartement romantique ou une maison romantique avec un jacuzzi ou une douche ou une baignoire balnéo ou quelque chose comme ça. J'ai vu des bains nordiques des fois à l'extérieur, dans un champ. Ça marche très bien. S'il y a une vue sur un lac, ça se prête plus en fait à des logements pour les couples en fait, des logements romantiques.
Un épisode qu'on avait tourné avec Jean-Christophe Griselin sur la partie déco où ils étaient chambres vraiment très marquées. Et c'est vrai qu'en longue durée, on a tendance à se dire plutôt justement, pour que ça se loue, il faut que les gens se projettent. Et j'ai l'impression en courte durée, c'est un peu le contraire en termes de déco. Il faut proposer quelque chose, voire un peu imposer quelque chose qui peut ne pas plaire à tout le monde, mais qui peut être vraiment adoré par certains. Et c'est cela qu'on veut chercher. Et oui, mais plus on se spécialise, plus les prix peuvent être élevés. Alors on plaira pas à tout le monde, mais on aura sa clientèle type. Une niche en fait. Bon, après, faut pas se planter par contre. Hein. Si segment-là, c'est non, que... il faut pas non plus faire de l'extravagant. Non. Ok. Il y a un autre critère aussi qui permet de bien réussir dans ce domaine, c'est le fait de maximiser vraiment son taux de remplissage, enfin ses réservations. Quels sont peut-être les tips que tu peux proposer là-dessus qui nous aident Il y a pas mal de choses. Déjà, on peut avoir des tarifs dynamiques. Donc ça aide vraiment à augmenter. Sur la partie réservation, déjà peut-être juste en termes de taux de remplissage, il y a des choses à faire, il y a des leviers là-dessus ou... Pour avoir plus de réservations, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Oui, déjà, il faut avoir une annonce, vraiment, une annonce qui sort du lot, parce qu'on sait qu'il y en a de plus en plus, donc les photos, ça y joue beaucoup. Forcément, il faut avoir le logement qui va avec pour avoir des belles photos, parce que c'est ce que les gens vont regarder avant de lire l'annonce, les photos. Je préconise vraiment de prendre un professionnel. Si on n'est pas pro de la photo, vaut mieux. Après, il faut vraiment avoir aussi une annonce qui est optimisée. Donc, par exemple, il faut mettre tous les équipements, cocher toutes les cases. Il faut vraiment faire attention à l'annonce de A à Z. Il faut vraiment bien la paramétrer. C'est ce qui permettra d'être mieux référencé sur les plateformes. Il faut aussi avoir une annonce après qui est claire et pas des pavés, parce que les gens ils ne lisent pas. Donc, il faut mettre par exemple des bullet points en mettant il y a ça comme équipement, ça. Voilà, et on peut aussi mettre des infos sur les alentours puisque les gens ne voient pas forcément où se trouve le bien quand ils veulent réserver. Donc dire c'est à tant de minutes à pied de ça peut être important aussi. Donc c'est vraiment l'annonce qui va faire Est-ce que d'un point de vue annonce encore une fois et photo, est-ce que c'est des choses, on peut parler Airbnb, hein, c'est le principal plateforme là-dessus. Est-ce qu'il y a un algorithme Airbnb qui met en avant des annonces telles que l'algorithme YouTube pourrait, par exemple, mettre en avant des vidéos selon leurs vignettes et leurs textes? Alors oui, je connais pas l'algorithme par cœur, mais je sais qu'il y a des petites astuces. Vraiment, l'annonce remplie entièrement, déjà, ça va faire qu'on est mis en avant. Des conditions avantageuses pour le voyageur également, ça met l'annonce en avant. Par exemple, la réservation instantanée obligatoire, il faut la mettre absolument, sinon on n'est pas mis en avant. On peut très vite se retrouver en deuxième, troisième page si on n'utilise pas en fait tout ce qu'ils proposent sur leur plateforme. Et même quand on met une annonce sur d'autres plateformes, on est pénalisé sur la première plateforme, type Airbnb. Et oui, j'ai appris ça il y a pas très longtemps. Ils le savent en fait parce que ils reconnaissent ces annonces. Ils nous pénalisent, mais je dirais pas qu'on se retrouve en deuxième page, mais on sait on sera moins mis en avant. Ah ouais, non, ça... Le but étant qu'on reste, fidèle à leur plateforme. Ouais, d'accord, je savais pas ça, ouais, effectivement, d'accord. Sachant que c'est encore 80% du marché, tu dirais, Airbnb, non? Oui, c'est ça. Ouais. Même dans la conciergerie, on va dire que 8 annonces sur 10, c'est que du Airbnb. Ouais, d'accord. Dans un instant, Vanessa nous explique ce qu'il vaut mieux automatiser et ce qu'il vaut mieux déléguer à une conciergerie. Comment s'y prendre pour optimiser le prix de ses nuitées et que faire quand on reçoit des avis défavorables de la part de voyageurs. À tout de suite. Ok, sur la partie tarification, tu disais, il y a aussi des choses pour optimiser, une fois qu'on a un bon taux de remplissage, aussi faire en sorte qu'on ait toujours le bon prix. Comment tu t'y prends? Oui, alors il existe des sites pour faire de la tarification dynamique. C'est ce que j'utilise dans la conciergerie. Des sites qui permettent en fait de définir l'offre et la demande et donc d'adapter les prix en fonction. Par exemple, dans quelques mois, il y aura le Tour de France dans ma ville. L'année prochaine, les prix sont augmentés automatiquement parce qu'il y aura une forte demande à ce moment-là. C'est pas moi qui les ai paramétrés, c'est l'algorithme qui le sait. Parce qu'en fait, il va pouvoir calculer le nombre de recherches dans ma ville à telle période et se rend compte qu'il y a beaucoup de demandes, donc il augmente les prix. Et inversement, quand à une semaine près, il y a encore des appartements de vide, il va baisser les prix. Alors bien sûr, l'algorithme ne remplace pas l'humain, il faut quand même vérifier, mettre, comme on va dire en bourse, on met des limites, on va mettre un minimum, un maximum, à pas dépasser.
Surtout le minimum, le maximum c'est à voir, sauf s'il fait n'importe quoi. Mais ça permet vraiment d'augmenter la rentabilité parce qu'il y a des périodes où on aurait peut-être loué moins cher alors que finalement il y a des gens qui payent plus cher. Donc tu dirais l'approche c'est de laisser le système vraiment gérer son truc et optimiser, en particulier prendre compte des grosses recherches pour du coup aller chercher des tarifs hauts sur certaines périodes, mais toujours checker pour faire en sorte que de temps en temps le tarif soit pas un peu trop bas quoi. Et comment tu checkes en fait, comment tu détermines que c'est trop bas dans ces cas-là? Mais en fait, moi je paramètre un prix minimum parce que sinon il mettrait vraiment très bas parce que le but de ces plateformes c'est que le logement soit rempli. Donc effectivement, des fois, il peut aller trop bas. Alors je mets un prix minimum que j'ai défini avec le propriétaire, avec son accord également, et par rapport au marché surtout. Donc on dépassera pas un minimum. Enfin, on n'ira pas en dessous. Mais par contre, sur les maximums, honnêtement, on met pas de maximum. Des fois, ça peut être incohérent, mais c'est à 6 mois, donc ça s'équilibre parce que toutes les 24 heures, voire toutes les 12 heures, je crois, ça se remet à jour. Ça c'est un truc qui te prend combien de temps, c'est à peu près juste sur la partie tarification? Honnêtement, je regarde même pas tous les jours. Je dois regarder tous les 2-3 jours. Et je dois mettre 2 minutes par logement. Ok. Ouais, donc c'est pas un truc... Une fois que c'est paramétré, ouais, il n'y a pas besoin de vraiment suivre. Après, on peut rajouter des conditions. Il y a beaucoup de choses qu'on peut paramétrer. D'accord. Tu pourras nous donner peut-être d'ailleurs l'outil que tu utilises peut-être... C'est Pricelabs. Pricelabs. Hein. Après, il y en a d'autres, hein, Ouais. mais j'utilise Pricelabs. Ça marche. Et puis on avait discuté en off, je crois, on avait rencontré Elise Ripoche aussi sur le podcast, qui elle a une approche un peu plus du coup vraiment manuelle, plus d'optimisation. Oui, j'avais rencontré Elise aussi lors d'un salon, et c'est sûr que bon, mais c'est pas ce qu'elle préfère, les algorithmes. Je la comprends, hein. Il y a aussi toute la partie où il faut faire nous-mêmes l'étude de marché, mais dans un souci de temps, j'ai préféré utiliser un algorithme. Beaucoup font comme ça, mais aussi beaucoup passent par exemple Elise pour avoir une personne qui fait ça à temps plein. Ça peut être avantageux si on a les revenus pour le faire, par exemple. Mais personnellement, c'est pas pour le moment le cas. On va rester sur le logiciel pour le moment, avec la conciergerie. Ça marche. Il y a d'autres choses pour optimiser justement l'opérationnel dans la location courte durée pour se démarquer ou fidéliser sa clientèle ou faire en sorte que il y ait de plus en plus maximiser sa rentabilité quoi finalement. Oui, ben déjà, c'est toujours plus simple de fidéliser un client plutôt que d'avoir un nouveau client. On le sait, même dans le commerce, ça coûte moins cher de fidéliser un client. Donc, pour fidéliser un client, c'est simple. On lui demande son mail avant de partir. Il existe des plateformes pour ça hein, qu'on utilise dans la conciergerie. Mais on lui envoie un mail en lui expliquant qu'on lui fera une réduction. Par exemple, sur le prochain séjour, s'il vient, en sachant qu'on passera hors plateforme. Donc, la réduction, finalement, c'est la réduction des commissions. Donc pour le voyageur c'est gagnant parce qu'il paye moins cher et pour le propriétaire ça lui change rien. Donc là on fidélise une clientèle. Après il faut donc peut-être proposer, ça c'est un petit tips que je donne dans mon livre aussi. On peut proposer des upsells, donc c'est des ventes additionnelles. Ça c'est plus pour une conciergerie, mais un propriétaire pourrait le faire s'il délègue cette partie. Proposer par exemple une arrivée plutôt avancé ou un départ tardif, on peut le faire payer. On peut proposer tout type de prestations, d'activités, des ménages supplémentaires. Et ça peut faire augmenter en fait finalement la rentabilité. Tu parlais aussi, je crois, de la capacité d'avoir des entrées autonomes. Je crois que tu disais que c'était assez apprécié des voyageurs business notamment. Ah oui, mais ça, c'est presque obligatoire de nos jours. Les voyageurs arrivent à toute heure, ça peut être plus tôt que prévu ou même très tard, et on peut pas les accueillir en fait. On peut pas être à 23h à 31 décembre par exemple à les accueillir. Donc oui, il faut proposer l'arrivée autonome, et le fait de le mettre dans l'annonce qu'il y a l'arrivée autonome, ça va aussi augmenter, ça va en fait le faire remonter dans les algorithmes de la plateforme. Et l'arrivée autonome dans la conciergerie, on le met à aller 9 fois sur 10 parce que c'est recherché, c'est un gain de temps et le locataire, enfin les voyageurs trouvent quand même que c'est mieux parce qu'ils sont pas pressés par le temps eux et ils peuvent arriver quand ils veulent. Donc ça permet aussi, quand on est investisseur, qu'on passe pas forcément par une conciergerie, déjà on a automatisé l'entrée et la sortie.
Et il reste à gérer les messages et à gérer le personnel qui va faire le ménage. Non, ça c'est intéressant et c'est un truc que je trouvais un peu contre-intuitif parce que je pensais moi typiquement, tu vois, que avoir un accueil humain c'était beaucoup plus valorisé par les voyageurs eux-mêmes, indépendamment de, voilà des problématiques de coûts et logistique et tout. Mais en fait, on m'a dit, moi j'ai compris que finalement même du point de vue du voyageur, il préfère être autonome et de pas avoir en fait ce contact humain, quoi. Enfin, parfois, en tout cas. C'est ça. Mais après, le contact qui va pas être réel, mais virtuel, on peut l'avoir par message, en leur demandant si tout se passe bien pendant leur séjour, en étant vraiment là dans les messages, mais sans être présent. Et leur expliquer que l'arrivée autonome, c'est dans leur intérêt, comme ça, ils sont pas pressés par le temps, et même s'ils ont du retard ou sont dans les bouchons, ils peuvent arriver en étant zen, sans être attendus. Et ça, ils le comprennent, hein. C'est très rare qu'il y ait des mauvais avis sur je n'ai pas vu la personne. Ça marche. Quels sont les outils tech qui sont indispensables selon toi justement pour la partie automatisation en fait au maximum? Alors si on est un investisseur et qu'on a un logement, je pense pas qu'il y ait besoin d'outils, mis à part Price Labs pour la tarification dynamique par exemple. Mais tout ce qui est message automatique, on peut le faire sur les plateformes maintenant. Ils proposent des messages programmés, des messages, des réponses rapides. Les messages programmés, je pense que c'est important de le mettre en place, parce que des fois, il va y avoir, par exemple, des Américains qui vont réserver à 3 heures du matin. Pour eux, ça va aller, mais pour nous, on dort. Leur envoyer un message automatique comme quoi on est content qu'ils aient réservé, déjà. En fait, il faut savoir que, par exemple, Airbnb, si on répond pas rapidement, l'algorithme va aussi baisser de nouveau. C'est comme si on avait une note un peu sur notre logement. Et si on répond pas rapidement, on baisse en fait en taux de réponse. Et ensuite, on va forcément perdre de la visibilité. Donc, avoir des messages automatiques qui répondent, c'est bien. Même pour dire, j'ai vu votre message, je vous réponds dans pas longtemps. C'est une astuce toute bête, mais au moins on a répondu. Pour Airbnb, le taux de réponse n'est pas diminué. C'est quelque chose dans Airbnb, ça, dans la plateforme où c'est il y a un software là-dessus, ou il y a un logiciel qui. Non, on peut le faire sur Airbnb. Si on n'est que sur Airbnb, on n'a pas besoin de logiciel supplémentaire, on peut le faire directement sur la plateforme. Si on utilise d'autres plateformes, si on en utilise plusieurs en même temps, là, il va falloir un channel manager pour pouvoir automatiser les messages. C'est un logiciel qui va en fait mettre toutes les annonces au même endroit et ça permettra de piloter son annonce directement sur son channel manager. Donc message automatique, ne serait-ce que pour remercier de la réservation, ensuite pour donner les infos avant l'arrivée, ensuite pour savoir si tout se passe bien pendant le séjour. Et important par contre, réexpliquer. Bon, avant celui-là, il faudra réexpliquer les modalités de départ puisqu'il va être autonome. Par exemple, les poubelles se jettent à cet endroit, que le personnel de ménage arrive à cette heure-là, donc il faudra partir, voilà. Mais important, par contre, c'est peut-être 12 heures après le départ, leur demander un avis. Ça, c'est malheureusement les avis, c'est le plus important de nos jours. Il faut demander, s'ils ont aimé le logement, de mettre une note et de mettre un avis, parce que ça permet de référencer correctement le logement. Dire qu'en retour, on l'a fait également, ça permet d'avoir un avis. D'accord, donc ta technique, c'est dès qu'il y a une sortie, mettre un avis sur le voyageur et lui demander d'en mettre un sur la prestation, quoi. Oui, lui dire qu'on est content, que le logement était nickel, qu'on va mettre un avis positif et que en échange, si ça l'a plu, qu'ils mettent aussi un avis positif, ça nous aide. Voilà. Et après, bien sûr, plus tard, si on veut fidéliser sa clientèle, on peut lui dire si vous revenez dans notre ville, on sera content de vous faire une réduction. N'hésitez pas à nous contacter. Et on peut mettre le numéro de téléphone. C'est pas interdit puisque c'est un client. Ok, une fois qu'il est rentré en tant que client, là, il a un peu plus de. Ouais, ok. Et puis de toute façon, une fois qu'il a réservé, on a son numéro de téléphone à quelques jours de l'arrivée. Ouais. Donc s'il faut, on peut lui envoyer un SMS pour lui dire voilà, on est tel propriétaire ou telle conciergerie. On vous envoie un code de réduction, si vous revenez, n'hésitez pas. Donc finalement c'est ces deux-là, il y a pas énormément de plus de choses que ça, Price Lab et puis les messageries programmées comme on peut. Oui, après donc il faut définir ses prix au départ. Donc pour définir ses prix, comme je l'avais dit, c'est RDNA pour décider en amont de combien on peut espérer et mensuellement, annuellement et même au prix à la nuitée.
Après, un channel manager, si effectivement on a plusieurs annonces sur plusieurs plateformes. Là, si tu veux un nom de logiciel dans la conciergerie, on utilise Superhôte. Voilà, en termes de logiciel. Après, si on veut faire des ventes additionnelles, il en existe, mais avec Superhôte, on peut le faire directement, on peut demander des paiements. Et on peut même faire des réservations directes avec Superhôte, du coup. Avec un contrat de location, un paiement via un lien. Voilà, on peut vraiment professionnaliser la chose. Et toi, ton approche quand même, c'est de rester justement par rapport à ces considérations de mise de visibilité des plateformes quand elles savent que on va avoir d'autres plateformes, notamment pour Airbnb. Tu miserais tout sur Airbnb en disant même voilà, j'ai 80% du marché, au moins je suis sûr d'avoir la visibilité, ou tu jouerais plutôt la carte diversité des plateformes avec un channel manager? Ben, il y a un an, je t'aurais dit, on va mettre sur Airbnb et Booking. Mais maintenant, les nouveaux logements que j'ai en gestion, je leur dis, ben, c'est Airbnb. Et si effectivement vous voulez Booking, on verra l'année prochaine. Mais du coup, je leur laisse pas le choix, je leur dis Airbnb absolument parce que ça dépend après des villes et des régions où on se situe parce qu'il y a des zones où il va y avoir plus de réservations sur telle plateforme que d'autres. Là, il faut tester. Mais on va dire 80% du temps, oui, c'est Airbnb. Ça marche. Quels sont les problèmes qui peuvent survenir, les erreurs à pas commettre, ou du moins quand elles arrivent, est-ce qu'on peut justement les solutionner? Voilà, si tu as vu au fil de ton expérience les problématiques qui peuvent arriver et comment les gérer. Alors, ben déjà, si on a eu un mauvais emplacement dès le départ, ça, on pourra rien y faire. Et c'est la plus grosse erreur, je dirais. Donc c'est pour ça qu'il faut bien étudier avant d'acheter son logement, notamment avec RDNA, ça va beaucoup aider. Après, il peut y avoir l'erreur de ne rien déléguer, et là, ça va être très chronophage. Ça a été du coup une de mes erreurs au début quand j'ai commencé. Je n'ai rien délégué, mis à part les photos, parce que je savais que dans un studio de 20 mètres carrés, j'allais pas réussir à faire de belles photos. Donc là, effectivement, j'ai pris un photographe. Mais après, j'ai fait l'annonce moi-même, alors que c'était la première fois que j'utilisais la plateforme. J'ai fait les entrées. Alors la première entrée, je me rappelle encore, c'était chaotique. Ensuite, j'ai fait les ménages. J'ai pas fait d'état des lieux de sortie. Enfin, j'ai fait toutes les erreurs possibles. Hein. Donc, si c'est un investisseur qui achète un logement en location courte durée pour la première fois, autant se faire aider par une conciergerie ou par quelqu'un qui s'y connaît. Par exemple, personnellement, quand les propriétaires m'appellent et me demandent des conseils, c'est gratuit. Hein. Donc, il faut pas qu'ils aient peur d'appeler une conciergerie pour avoir des conseils sur comment équiper, comment gérer en fait. Ensuite, je dirais les erreurs, de ne rien déléguer pour gagner plus. Hein. On essaye de gagner plus en faisant soi-même, mais on va perdre de l'argent au final parce que par exemple, il peut y avoir des dégradations. On va peut-être pas savoir les gérer aussi, c'est pareil. Mmh. Acheter aussi des équipements de mauvaise qualité. Alors ça, on veut faire des économies et on va acheter du pas cher. Mais je l'ai vu dans certains logements, le pas cher, ça dure 6 mois et après, il faut racheter. Donc, je pense qu'en termes de coût, on n'y gagne pas. Peut-être acheter un petit peu plus cher. Par exemple, Ikea, ça reste quand même de la bonne qualité pour certaines choses. Mais par exemple, si on va acheter chez Action, ce sera pas pareil. Donc, peut-être mettre un petit peu plus cher, mais ça va moins s'abîmer. Parce qu'effectivement, la location courte durée, il y a beaucoup de passages. Donc, il faut que les équipements tiennent dans le temps. Ok, c'est bien et effectivement. Ah oui, il y a une erreur auquel je pense aussi, c'est enfin une erreur, une problématique qui peut arriver, c'est les mauvaises notes justement. À quel point on peut se rattraper, se récupérer sur une plateforme quand on a eu un ou deux mauvais avis. Est-ce que c'est faisable? Comment on fait quoi? Alors, ça dépend si le mauvais avis est vrai ou c'est de la mauvaise foi. Des fois, alors là, c'est le cas extrême, hein, il va y avoir des clients qui vont râler et qui vont demander de leur faire un prix. Sinon, ils mettront une mauvaise note. Ça arrive. Alors là, dans ces cas-là, on peut faire annuler un commentaire si on a la preuve que c'était du chantage. Voilà. Après, quand c'est les mauvais avis, parce que effectivement, il y a eu un couac, on avait oublié quelque chose sous le lit, parce que le ménage a été mal fait. Malheureusement, les avis, c'est ce qui tue une annonce. Surtout au tout début, quand on n'a pas d'avis, il faut que ce soit 100% de bons avis. Sinon, l'annonce, en fait, on la voit plus. Et après, c'est compliqué de remonter la pente parce qu'il va falloir beaucoup d'avis avant de pouvoir espérer avoir une belle note. Donc, toujours répondre positivement pour que les voyageurs comprennent pourquoi il y a eu cette mauvaise note. Voilà, on peut répondre à un avis.
Mais par contre, le mieux c'est de ne pas avoir de mauvais avis, parce qu'effectivement, au début, en fait, il y aura pas de notes de noter quand on lance l'annonce. Il faut avoir 5 notes avant qu'il y ait des étoiles qui apparaissent. Donc là, il faut que ce soit 5 sur 5 sur Airbnb, il n'y a pas le choix. Airbnb peut entendre s'il y a eu du chantage notamment ou autre. On peut quand même réussir à justifier que c'était pas justifié, c'était pas sur la qualité de service, et on peut remonter si on a eu un commentaire comme ça un peu injustifié, on peut remonter à 5 étoiles, ou est-ce qu'il y a... Ils vont annuler le commentaire. Ils mettront pas une autre note. Ah ok, cool. Mais ils vont annuler, oui. Et j'entendais aussi qu'il y a une stratégie de couper le compte, d'en recréer un nouveau quand vraiment le premier compte est plombé. Ça, tu crois que ça fonctionne? Non, ça fonctionne pas parce qu'il faut un numéro de téléphone, donc à part si on a plein de numéros de téléphone, mais en fait l'adresse du bien reste le même. En fait, non, c'est pas possible. Du moins, je l'ai jamais testé, mais on m'avait expliqué que c'est pas possible parce que je fais partie de la communauté des membres Airbnb et j'en avais déjà parlé et non, on peut pas malheureusement. J'avais voulu tenter sur une annonce que je voulais reprendre en gestion. Le propriétaire avait eu de très mauvaises notes et je lui avais dit je suis pas sûre de pouvoir faire remonter votre annonce, en fait, il y a déjà trop de mauvaises notes. Et je lui avais expliqué que j'allais essayer de voir si on pouvait faire une nouvelle annonce et on m'avait répondu que c'était pas possible. Tu parlais tout à l'heure d'un des problèmes, c'était de pas savoir déléguer justement, et une des problèmes effectivement de la courte durée, c'est chronophage en fait. C'est un métier, et donc se déléguer c'est quand même très très important. Tu pourrais rappeler peut-être quand on fait appel à une conciergerie, en fait, quels sont les services auxquels qu'on peut déléguer et du coup de pas avoir à se préoccuper. Ben oui, alors on peut déléguer et on peut automatiser. Là, je vais parler de déléguer. Là, déléguer, c'est à une personne en fait qui connaît le métier, souvent. Donc on peut déléguer la partie ménage, la partie linge. Ça va être les gros axes vraiment à déléguer parce que ça, il faut être présent pour le faire. Mais après, chaque conciergerie a ses propres services. On peut déléguer 100% des choses, c'est-à-dire création de l'annonce, déléguer la tarification, du coup tout ce qui est opérationnel ménage linge. On peut déléguer le service client, répondre aux messages. On peut déléguer vraiment tout. Après, on peut déléguer juste certaines choses, juste les messages, juste les arrivées, juste les départs, les états des lieux. On peut tout déléguer en fait. Une conciergerie fait 100% des choses. Même il y a certaines conciergeries qui font du clé en main et qui proposent d'équiper le logement, de trouver le logement, de l'équiper. Il y en a qui font vraiment tout. Ouais, bien sûr. Et après, c'est vrai que l'enjeu, c'est de justement trouver l'équilibre entre ce qu'on peut automatiser, du coup, qui ne coûte pas grand-chose, parce que l'automatisation, c'est bien moins cher, moins onéreux que de la délégation. Et qu'est-ce qu'on peut déléguer? Typiquement, par exemple, voilà, tout ce qui est ménage ou réassort de linge ou nettoyage de linge, ça, c'est les trucs les plus chronophages, à mon sens. Le ménage, voilà. Et du coup, c'est peut-être le truc, voilà, qu'il faudra déléguer dans tous les cas. Et puis après, ce qui vient au-dessus, c'est-à-dire gestion de l'annonce, peut-être tarification, c'est quelque chose qu'on peut faire à la limite à distance et automatiser, mais trouver un équilibre entre le temps qu'on y passe, tu vois, et le coût financier, et puis le coût d'opportunité aussi à cause du temps qu'on peut y passer, c'est pas facile à trouver, je trouve. Après, il y a aussi des propriétaires qui délèguent la partie ménage, qui ne sont pas du secteur et qui n'ont pas de visu et ils ne savent pas comment est fait le ménage. Et avoir aussi une conciergerie qui puisse vérifier, ça peut être aussi un avantage parce que les notes sur Airbnb concernant le ménage, c'est souvent ça qui baisse. Donc il faut quand même avoir une qualité constante et c'est pour ça que déléguer à une conciergerie, ça permet aussi de vérifier si tout est bien fait. Après, si on a confiance à la personne avec qui on travaille pour le ménage, bon, après on peut travailler sur photo, voilà. Ouais, et puis c'est centralisé, c'est quand même plus pratique. On a un partenaire qui chapeaute tout, que ce soit les entrées-sorties, ménage, réassort, et puis qui regarde les équipements, voilà, vraiment un œil un peu de Moscou aussi sur notre logement, quoi, qui est quand même quelque chose de plus rassurant. Et oui, parce qu'une mauvaise note, ça arrive vite. Donc, oui. Les coûts, à peu près, c'est 20% hein, de tout total en fait sur l'ensemble des revenus, c'est de commission. Alors ça dépend des conciergeries, mais la moyenne c'est ça, c'est 20%, sans compter souvent les frais de ménage qui sont finalement payés par les voyageurs parce qu'on les paramètre dans l'annonce. Mais c'est en moyenne c'est ça, voilà. Ça peut aller de 15% pour une agence immobilière, mais qui fera pas tout,
à 30% des fois. Ah, ok. Donc la moyenne 20%, oui. Wow. Et dans la gestion, justement, dans la relation avec la conciergerie, est-ce que tu vois des points aussi de friction qui pourraient être un petit peu plus mieux gérés en fait quand on est client, parce qu'on s'attend toujours à des merveilles, on n'a pas forcément un comportement en tant que client du conciergerie aussi les mieux. Tu vois, qu'est-ce qui fait que pour que la relation fonctionne vraiment entre un propriétaire et un conciergerie, quels sont les trucs à regarder? La communication, je dirais, c'est le plus important. Parce qu'effectivement, le propriétaire, il peut aller voir son annonce et il peut voir que, par exemple, il y a eu des mauvaises notes. Mais des fois, c'est des mauvaises notes de mauvaise foi, en fait, des voyageurs. Parce que pour eux, 10 sur 10, c'est excellent. Et ça veut dire qu'il n'y a pas d'axe d'amélioration. Donc, il y a certains voyageurs qui vont mettre 7 sur 10, mais pour eux, c'est excellent. Mais sur Airbnb, si la note est pas maximale, c'est mauvais. C'est ça le problème. Les notes sont pas très bien faites. Et du coup, il peut y avoir des frictions entre la conciergerie et le propriétaire qui comprend pas pourquoi sa note baisse. Évidemment, des fois, on n'est pas avec le voyageur pour lui dire qu'il faut mettre absolument 5 sur 5, sinon ça nous pénalise. Donc la communication est importante pour un propriétaire surtout qui ne va jamais voir son logement, des photos pour montrer comment on fait le ménage, du moins comment est le logement à l'entrée, quelle attention on apporte aux voyageurs, des produits d'accueil, un petit cadeau de bienvenue. Voilà, comme ça il sait. Et vraiment, quand on est une conciergerie, je dirais, faut communiquer au moins toutes les semaines s'il se passe pas grand-chose pour dire là on a eu personne, mais on est venu voir le logement si quand même tout allait bien, pour pouvoir rassurer. De la même manière, en fait, quels seraient tes critères justement dans la sélection d'une conciergerie quand on veut se décider là-dessus pour faire, voilà, qu'est-ce qu'il faut regarder pour se dire que voilà, on aura la qualité qu'il faut avec la conciergerie qu'on a choisie? Eh bien déjà, je dirais une conciergerie locale, parce que prendre une conciergerie à 30 km ou même plus, je pense qu'elle est pas locale pour moi à partir de 30 km. Donc en plus, il y en a de plus en plus, donc autant prendre une conciergerie qui est de la ville, comme ça elle pourra dépanner rapidement et en plus elle connaît le marché. Les avis, toujours, on revient sur le sujet. Regardez ses avis via Google par exemple, si elle en a, mais aussi via Airbnb. Parce qu'en fait, par exemple, dans ma conciergerie, on a un compte Airbnb, mais c'est un compte personnel, parce qu'on peut pas faire de compte professionnel. Mais on peut voir toutes les annonces que j'ai. Et donc, on peut voir les notes. Alors, bien sûr, c'est les notes depuis le début de l'annonce, donc j'avais pas forcément le bien en gestion tout le temps. Mais personnellement, quand je note les voyageurs, je marque Vignome, ma conciergerie. Donc, ça permet de voir que c'est moi qui avais mis l'avis et que c'était moi qui faisais la gestion à ce moment-là. Donc, comme ça, les propriétaires peuvent se renseigner. Et puis voilà, il faut aussi qu'il y ait le côté humain qui plaise, puisque ça va être un partenariat. Moi j'appelle ça un partenariat, donc il faut que le courant passe. Ok, c'est top. Merci beaucoup. Vanessa, on arrive sur la fin de cet entretien. Est-ce que il y a des ressources, on en a déjà mentionné pas mal, mais est-ce qu'il y a d'autres ressources peut-être qu'on aurait oubliées qui seraient intéressantes pour les auditeurs d'avoir en tête? S'ils veulent ouvrir une conciergerie, c'est mon domaine, donc qu'ils n'hésitent pas à aller sur mon podcast qui s'appelle La Conciergerie. Ils auront pas mal d'astuces. Même d'ailleurs, s'ils veulent pas ouvrir une conciergerie, je donne des astuces de conciergerie, donc ils peuvent toujours aller voir. Sinon, on a donné tous les logiciels. Après, si c'est pour un investisseur qui a plein de logements, je pense que le Channel Manager est indispensable. Et puis avoir aussi ce que j'ai mis en place il y a peut-être 2 mois, c'est avoir en place un logiciel qui regroupe tout, l'aspect logement, l'aspect ménage, l'aspect voyageur. Et c'est pas le Channel Manager, là c'est une autre application où en fait le voyageur il reçoit un lien pour s'inscrire quand il réserve. Et du coup, on a toutes ces infos. On a déjà son mail aussi, si on veut fidéliser le client. On a son numéro de téléphone. Et lui, il permet d'avoir une application où il voit déjà le logement avant de rentrer. Ensuite, il peut avoir accès au code le jour de son entrée. Et il a vraiment toutes les infos et sans passer forcément sur la plateforme. Donc, ce site s'appelle passepasse.io. Donc, moi, je le recommande vraiment parce que du coup, ça permet aussi de centraliser les femmes de ménage si elles ont en fait une application aussi où elles doivent prendre des photos, elles doivent faire les mêmes photos qu'il y a eu auparavant. Et ça permet de faire un état des lieux au final et de voir comment a été fait le ménage. Et c'est la femme de ménage qui note en fait l'état du logement avant le ménage. Donc ça permet aussi de mettre une note soi-même parce qu'on n'a pas forcément vu le logement. Ah, intéressant ça. Ok. Et on peut aussi, pour les conciergeries, avoir un aspect propriétaire et donc faire la facturation directement sur le site. C'est aussi simple.
Ok, oh, bah, je vais le noter, ça va être intéressant, une ressource intéressante pour les auditeurs, je pense aussi. Et bien dans le podcast d'ailleurs, j'ai fait un interview du fondateur de cette application. Donc s'ils veulent en savoir plus sur l'application, le fondateur saura en parler plus que moi. Ok, bah top. Et les gens qui veulent te rejoindre, le point de contact le plus pertinent pour te joindre, c'est? Sur LinkedIn, Vanessa Guérin, ou alors bien sûr sur le podcast. J'ai aussi un compte Instagram lié au podcast. Donc, mais sur LinkedIn si c'est personnel. Ok, premier point d'entrée LinkedIn quoi. C'est pas lié à la conciergerie. Voilà. Ok, bon bah on mettra tout ça dans les liens de l'épisode. Merci beaucoup Vanessa pour ton temps. Merci à toi Paco. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!